Bonjour tout le monde. Avec la zapette. Avec la zapette, ça marche. Ouais, alors intelligence artificielle, en fait, moi j'aime pas trop ce mot. Et j'avoue que je suis ravi qu'on en parle aujourd'hui parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de séminaires qui sont autour la machine va remplacer l'homme, on va perdre notre job, et on parle du transhumanisme, de la singularité, etc. Et moi, à titre personnel, je préfère parler d'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme va être capable de faire avec ce fabuleux outil qu'est l'intelligence artificielle. Je me suis quand même posé la question de pourquoi intelligence artificielle rimait avec transhumanisme. Et j'ai trouvé un coupable. Ce sont nos ancêtres. Il faut toujours un coupable. En 1950, les technologies de l'intelligence artificielle ont commencé à être développées. Et vous connaissez le test de Turing ? Le test de Turing de l'époque, c'était donc l'intelligence artificielle, c'est si vous êtes en communication avec un individu que vous ne voyez pas et que vous ne savez pas différencier si c'est une machine ou un homme, alors nous serons arrivés au stade de l'intelligence artificielle. Et c'était défini dans les années 1950-1957 comme étant réellement une machine qui serait capable de remplacer l'intelligence d'un homme. Donc le cerveau, la même chose. Et en fait, ils sont vite arrivés au fait qu'ils ne seraient pas capables de remplacer l'homme, en tout cas pas au stade qu'ils étaient. Et ils ont commencé déjà à l'époque à parler de machine learning, etc. Mais entre-temps, Hollywood est passé par là. Hollywood a montré Terminator, HAL, qui est IBM avec une lettre décalée, etc. Et donc voilà pourquoi on a un passé sur intelligence artificielle qui est censé remplacer l'homme, alors que l'intelligence artificielle, c'est qu'un outil aujourd'hui extrêmement puissant. Et je vais essayer de vous le démystifier un peu. Et une des démystifications au passage, c'est que l'intelligence artificielle nous entoure déjà, tous les jours. Et on va voir ce qu'on est capable de faire avec. Voilà, alors, on avait beaucoup travaillé chez IBM sur Kasparov, je vous rappelez, pour les moins jeunes d'entre vous, mais la première machine qui battait l'être humain aux échecs. Et ce qui était sympa, déjà à l'époque, on disait c'est l'intelligence artificielle, etc. Non, c'était la loi de Moore, la puissance des machines, déjà, qui était devenue assez forte pour qu'on puisse faire de la combinatoire. Alors le jeu d'échecs, c'est beaucoup de combinatoire, le jeu de Go encore plus. La seule partie de machine learning qu'on avait, c'est qu'en fait, la machine, l'algorithme se calait avec le joueur qu'il avait en face de lui. Donc Kasparov, finalement, il a arrêté de jouer avec la machine, donc il a perdu, parce qu'il s'est rendu compte que plus il jouait avec la machine, plus la machine était efficace contre lui, et plus il apprenait à la machine à le gagner. Et ça, c'était la partie machine learning que l'on avait. Google a commencé à développer AlphaGo, et ce qui est assez intéressant par rapport à... C'était Claire qui était avant. Il y a deux façons d'entraîner la machine, soit comme le chat, c'est-à-dire que vous entraînez la machine en lui montrant des milliers de photos de chats, en lui disant ça c'est un chat, et la machine, le réseau neuronal le comprend. Soit vous donnez des règles, et puis vous attendez que la machine apprenne. Et ce qu'a fait AlphaGo était sympa, la version 1, c'était on a appris, on a entraîné la machine avec des êtres humains. La deuxième version d'AlphaGo, par contre, c'était on a donné les règles à la machine, et la machine a joué contre la machine, et au bout d'un moment a acquis les compétences de gagner l'être humain. Pendant que Google faisait ça, nous, on a décidé de traiter un autre jeu qui s'appelle Jeopardy. Qui connaît Jeopardy ? Ah, il y a quelques acteurs fidèles. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous faites, c'est le lundi de 14h à 14h30. Non, je ne sais pas exactement quand ça passait, je crois que ça ne passe plus en France. Mais Jeopardy, c'est un peu question pour un champion, un truc sympa. Et nous, on a décidé bêtement de dire, bon, après les échecs, on va s'occuper d'un jeu grand public à la télé. Et on se dit, mais finalement, pourquoi IBM a passé son temps à faire ça ? Alors le jeu de Jeopardy, c'est on vous donne une réponse, il faut deviner la question. Et en fait, c'est un problème éminemment compliqué qu'on a réglé en 2011. Puisqu'en 2011, les deux joueurs sur lesquels on jouait étaient celui qui avait gagné le plus d'argent et celui qui avait gagné le plus de parties. Et en fait, c'est un jeu éminemment compliqué et qui reste très compliqué aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous avez quelques secondes, 30 secondes, pour trouver une réponse et décider si c'est la bonne réponse ou pas. Et si vous pensez que ce n'est pas la bonne réponse, il ne faut pas répondre. Sinon, vous perdez de l'argent. Vous voyez le jeu ? Donc il fallait comprendre le langage naturel, être capable de déterminer une question, une réponse, et déterminer si vous aviez la certitude que la réponse était bonne ou pas pour gagner. Et on a gagné ce jeu en 2011 et on est en 2018, donc 7 ans plus tard. Et je voulais juste vous montrer un peu l'avancée qu'on avait. Vous avez un smartphone ? Ouais, vous utilisez Siri, Google Maps. Vous leur parlez à Siri ? Moi je parle à Siri, je trouvais que ça fait beaucoup de progrès d'ailleurs. Je vais faire un test grandeur nature. Donc si ça ne marche pas, vous ne m'en voudrez pas. Dis Siri,
montre-moi les photos de cochons qui ne sont pas roses. Donc voilà, donc il a bien retranscrit, vous n'avez pas de caméra ici, mais il a bien retranscrit mon texte, il a vraiment bien compris ce que j'ai dit, pourtant mon accent n'est pas super. Et qu'est-ce qu'il montre? Bon, vous ne voyez pas d'ici, hein. Des photos de cochons roses. Donc il a bien compris ce que je disais, il a bien retranscrit ce que j'ai dit, mais il n'a absolument pas compris ce que j'ai raconté. Pourquoi? Parce que montre-moi, on a un algorithmique, on sait que c'est montré, donc c'est aller chercher des photos. Des cochons, c'est un mot-clé. Rose, c'est un mot-clé. Et pas, c'est juste un mot-clé. 95% des cochons sont roses, donc par définition, selon les algorithmes de Google ou d'autres, en fait, ils montrent des photos qui sont de cochons roses. C'est juste une négation. La compréhension du texte peut être éminemment plus compliquée et plus complexe, et ce que l'intelligence artificielle est capable de faire à terme. Mais voilà, on est dans un monde moderne et on a encore quelque chose. Et donc on a gagné à ce jeu de compréhension, qui est un des véritables challenges. Et quand on comprendra ce que l'humanité produit comme texte, alors vous pouvez commencer à faire des choses que vous ne savez pas faire avant. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors la première chose, c'est sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, intelligence augmentée, c'est en quoi ça va révolutionner nos vies. Nous, on a la certitude que ça va transformer tous les métiers. Il n'y a pas un secteur d'activité qui ne va pas être transformé grâce à l'IA. Vous soyez banquier, assureur, fabricant de voitures, programmeur, on parle beaucoup de programmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de programmation avec l'intelligence artificielle. Oui, il faut programmer les réseaux neuronaux, etc. Nous, ceux qui s'occupent de l'intelligence artificielle, en tout cas en France, si on met les chercheurs de côté, ce sont des gens qui apprennent à la machine. Ils ne font pas une ligne de code. Apprendre à la machine est devenu un nouveau métier qui n'existait pas avant. Quoique, quand on regarde les machines-outils, de temps en temps, ils imitaient les bras, et donc il fallait programmer. Là, aujourd'hui, on rentre dans un monde d'apprentissage, mais tous les métiers vont être transformés. L'intelligence artificielle est capable d'automatiser des tâches, mais l'intelligence artificielle va nous permettre de créer des métiers. Je voudrais vous en montrer quelques-uns. Alors, qu'est-ce que c'est Watson? Alors, Watson, on appelait ça Watson, pas parce que c'était élémentaire, c'est parce que c'est un des fondateurs d'IBM. Quels sont les sujets autour de l'intelligence artificielle qui sont en train de se développer? Il y en a énormément. Ce sont des intelligences artificielles très spécialisées, aujourd'hui, très spécialisées. C'est-à-dire qu'il y a des modules qui font de la reconnaissance vocale, comme je viens de le faire avec Siri, Google Maps, ou Watson, ou Microsoft, ou Google en ont plein, ou Amazon Echo, par exemple. Ils font du speech to text, c'est-à-dire je retranscris par écrit ce que j'ai entendu. Donc ça, c'est un module il ne comprend pas ce que c'est, mais il est capable de retranscrire. L'inverse est également vrai. On fait d'énormes progrès sur la reconnaissance de la voix. Aujourd'hui, la machine a un taux d'erreur inférieur à celui des êtres humains. Voilà, il est 16 h de l'après-midi, je parle plus ou moins bien français, vous êtes plus ou moins réveillé. Votre taux d'erreur de compréhension de ce que je dis, entre l'émetteur et le récepteur, c'est supérieur à 5%. Aujourd'hui, tous les grands acteurs sont inférieurs à 5% sur la reconnaissance vocale. Testez d'ailleurs un Google Maps en écoutant votre radio, il vous captera bien. Alors que la plupart du temps, moi, je demande à ce qu'on baisse la radio pour comprendre ce qu'on me raconte. Les progrès énormes qui sont en train d'être faits aujourd'hui sont sur la vision, la reconnaissance d'image. Et ça, c'est un véritable progrès, parce qu'en fait, 80% des données que l'on génère sur la planète aujourd'hui sont dans des formats qu'on appelle non structurés. Vous savez, structuré, c'est nom, prénom, date de naissance, ville de naissance. Une vidéo, c'est une donnée non structurée. Une photo, c'est une donnée non structurée. Un rapport que vous écrivez est une donnée non structurée. Il y a des mots, mais vous ne comprenez pas ce que vous voulez dire. Et on travaille énormément dans la vision. Et là, les progrès sont absolument fulgurants. Les grands progrès qui restent à faire, c'est avoir une conversation avec la machine. C'est-à-dire que la machine est aujourd'hui peut-être capable de comprendre ce que vous dites et d'y apporter une réponse, mais elle n'est pas encore capable de converser. On a sorti un démonstrateur, mais c'est qu'un démonstrateur. Il marche entre la machine qui dialogue avec l'être humain. C'est assez impressionnant. Et de temps en temps, vous mettez la machine qui dialogue avec la machine. Est-ce qu'il faut autoriser les jeux violents pour les enfants de moins de 18 ans? Oui, non. Et vous avez la machine qui va argumenter pourquoi oui et pourquoi non. Alors, qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle est nécessaire dans notre monde aujourd'hui et pourquoi elle va nous permettre de faire des choses qu'on ne savait pas faire aujourd'hui? Si je regarde le monde de l'entreprise, parce qu'on parle beaucoup grand public aujourd'hui, et l'IA, parce qu'on est tous consommateurs avec les smartphones, etc., le monde de l'entreprise est un monde important, parce que c'est aussi celui qui nous permet de vivre dans les environnements dans lesquels nous sommes. Il y a deux sujets qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la donnée. Avant, on travaillait beaucoup sur les process et l'optimisation des process. Livrer un produit en temps et en heure, c'est un process.
Bien compter l'argent qu'on gagne et l'argent qu'on dépense, c'est aussi un process. Mais qu'est-ce que vous avez des données? Qu'est-ce que vous faites de ces données? C'est comme si vous aviez du pétrole qui n'était pas raffiné. Et aujourd'hui, toutes les startups, tous les grands disrupteurs de la planète nous ont montré que quand vous aviez des données et que vous étiez capable de les analyser correctement, vous étiez capable de trouver des choses que d'autres ne trouvaient pas. Et si vous les utilisiez bien dans une expérience client qui est super, alors vous pouviez vous déployer partout sur la planète et gagner. Ce qui est intéressant avec Uber, par exemple, au-delà du fait qu'il vous amène d'un point A à un point B, l'expérience utilisateur la plus sympa, c'est que vous ne payez pas. Enfin, si, vous payez, mais vous ne sortez jamais votre carte de crédit. Vous vous rendez compte? C'est la meilleure expérience de paiement. Vous ne touchez jamais à votre portefeuille d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont repensé l'expérience client. Et c'est ce que les entreprises doivent faire aujourd'hui. Le gros travail des entreprises, je dirais plus traditionnel, et IBM en est une, c'est d'être capable de dire, est-ce que j'ai un patrimoine de données? Est-ce que je peux repenser une culture de produit vers une culture d'expérience client? Et comment je vais y arriver? Et en fait, c'est assez simple avec un changement culturel parce que les entreprises ont quelque chose que les autres n'ont pas. 80% des données sur la planète sont encore non accessibles par les moteurs de recherche. Donc vous avez des gisements de pétrole énormes qui sont celles des entreprises et on ne les a pas encore ouverts aux moteurs de recherche. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites de ces données en tant qu'entreprise? Et ça, c'est tout un champ. Donc quand vous savez comment vous révolutionnez parce que d'autres l'ont fait et que vous avez des atouts, vous pouvez les utiliser. Mais ces données sont énormes. Donc il faut bien des logiciels pour être capable et des nouvelles façons de le faire, d'être capable de travailler. Quand on a fait Jeopardy, quand on a gagné Jeopardy, c'est les médecins qui sont venus nous voir. Et IBM, on n'était pas forcément présent dans la santé. On vendait des technologies, mais on n'était pas un acteur de santé. Et vous connaissez les médecins? La seule chose qui importe à un médecin, c'est de s'occuper de ses patients. Donc, par exemple, ils ne mettent pas beaucoup d'argent dans l'informatique parce que pour eux, c'est un coût, ce n'est pas un plus. Pourquoi des médecins sont venus nous voir en disant mais est-ce que cette technologie pourrait nous aider à traiter les cancers? En tout cas, d'avoir le meilleur traitement. Pour une raison simple, et c'est eux qui l'ont dit, c'est que en fait, le traitement de cancer est la deuxième cause, le mauvais traitement de cancer est la deuxième cause de mortalité après la maladie elle-même. Et que pendant une période, il y avait 6 traitements, aujourd'hui il y en a des dizaines, voire des centaines, et que chaque traitement doit être pratiquement génétique, avec un génome humain. Et vu qu'on vit dans un monde global où tout le monde bouge, en fait, si vous voulez savoir avoir le bon traitement pour la bonne personne, vous êtes obligé de lire tout ce qui se passe sur la planète et tous les tests qui ont été faits par les autres docteurs. Et il faudrait aujourd'hui 150 heures à un médecin par semaine de lecture pour se tenir au courant de toutes les études qui sont faites sur la planète. C'est juste impossible pour un être humain. Et donc, ils ont dit, est-ce que la machine ne pourrait pas nous apprendre et nous aider à traiter les cancers? Et on a démarré Watson, en fait, dans l'oncologie. Et aujourd'hui, on aide à traiter pas mal de cancers. On ne fait pas le diagnostic, on fait le traitement. Parce que Watson, j'ai oublié de dire, c'est une intelligence artificielle probabiliste. Alors, ça veut dire quoi, probabiliste? C'est-à-dire qu'elle dit à 90%, c'est tel traitement qu'il faudrait. Mais si vous êtes un patient, ce n'est pas le 90% qui est important. C'est est-ce que vous êtes dans les 10%. Parce que si 90% des cas, le médicament va vous traiter, si vous êtes dans les 10%, ça veut dire que vous êtes dans ceux que le médicament ne va pas marcher. Et donc vous voulez lever cette incertitude, qui est différente d'une intelligence artificielle déterministe qui dit la réponse est. Et si à 90% elle était bonne et que vous devez être binaire, vous direz c'est le bon traitement. Et donc le fait que ça soit probabiliste, c'est assez intéressant pour nous dans un monde futur, mais c'est un choix. C'est que ça permet de lever les incertitudes. Et le deuxième point, c'est une intelligence artificielle qui est qu'on appelle evidence-based, c'est-à-dire qui vous donne les évidences. Pourquoi elle est arrivée à la conclusion? Donc elle dit, dans 90% des cas, c'est le traitement qu'il vous faut, et voilà pourquoi je suis arrivé à ces conclusions. Et elle donne les documents qui sont dans la base de données qu'elle a consultée, qui permet au docteur de contrôler que la machine a raison, ou que la machine a tort, parce que si on est dans un modèle d'apprentissage, il faut bien donner un retour à la machine. Parce qu'on ne l'a pas programmé pour une fois. La grosse différence qu'il y a sur l'intelligence artificielle par rapport au mode de la programmation, c'est que quand vous programmez, si vous avez A en entrée et que vous avez programmé pour qu'il y ait B en sortie, si vous avez C en sortie, ça s'appelle un bug. Et il faut corriger, c'est-à-dire que le programme a été mal programmé. Dans l'intelligence artificielle, vous programmez la machine pour apprendre, donc au début c'est B, après c'est B', B seconde, etc. Et ça va changer, et parfois la réponse est mauvaise. Un bon algorithme en intelligence artificielle, ça peut se tromper, mais ça ne ment pas. Okay?
Donc voilà, on a commencé à faire ça sur la santé. On est maintenant dans plusieurs hôpitaux, plus d'une cinquantaine d'hôpitaux sur la planète. Est-ce que la machine est capable de travailler tout seul et de proposer des traitements tout seul? La réponse est absolument pas. Donc n'imaginez pas 2 secondes que la machine a dépassé l'homme. La machine, elle a été entraînée par des experts qui ont transmis une partie du savoir. Et ce que les experts ont trouvé à leur niveau, c'est que la machine n'invente pas des nouveaux traitements, mais si le jeu de données a changé, la machine ne va pas retourner dans une zone de confort. C'est-à-dire l'être humain a toujours tendance à dire « j'ai déjà traité ce problème et voilà la solution ». Eh bien, la machine, elle va dire « non, non, tu m'as appris que dans tel et tel cas, c'est cette solution-là ». Et donc, en fait, c'est un retour qui est assez intéressant. Et puis, dans des pays, par exemple, émergents, où ils n'ont pas assez de médecins, le fait d'avoir une machine, une intelligence artificielle qui les aide, permet en fait d'amener de l'expertise au plus grand nombre. Alors, reconnaissance visuelle, je vous l'ai dit, ça s'est largement amélioré sur la reconnaissance des mélanomes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est supérieure à la reconnaissance humaine si on se limite au facteur de la vision. Si on y met le toucher, le médecin sera meilleur. Mais vous vous rendez compte, vous êtes capable aujourd'hui, sur des photos, sur des radios, de détecter un mélanome de manière plus fiable qu'un être humain. Au passage, vous êtes capable de regarder beaucoup plus de radios qu'un être humain ne va le faire plus rapidement qu'un humain va le faire. Et on est capable après de faire des pronostics aussi avec du machine learning, comment tout ça va se développer. Donc vous pouvez commencer à rentrer dans des modèles prédictifs. Dans le monde de l'entreprise, on a commencé aussi à faire des choses assez intéressantes. On l'a fait en France, Crédit Mutuel l'utilise en partie. Alors je sais que c'est BPCE qui est là, mais on travaille aussi avec eux. Bruno, je suis désolé de parler d'une autre banque. Mais vous recevez des mails? Ouais, non? Vous ne recevez pas de mails? Ouais, vous êtes passé sur Slack, etc. Ouais, ouais. Vous n'avez jamais rendu compte que les gens ils envoient toujours des mails en urgent? Et en fait, c'est des notes pour une information, et il y a des mails qui sont normaux et qui sont vraiment des urgences. Et vous n'avez jamais perçu, enfin moi j'en reçois des centaines par jour, et je me suis rendu compte que si je regardais ce que les gens me demandaient, c'est le mail qui dicterait ce que je fais chaque jour. Et c'est les individus qui m'écrivent qui dictent le degré d'urgence de la chose. On a travaillé avec une banque en se disant, finalement, on va demander au Crédit Mutuel, ils reçoivent 350 000 emails par jour, et donc on a mis Watson qui lit tous les emails et qui a réussi, on a appris avec les experts du Crédit Mutuel, on leur a appris à détecter des intentions. C'est-à-dire, quelles étaient les intentions du mail? On s'est rendu compte que 80% des mails avaient une seule intention et le reste avait 2 intentions. Rarement vous écrivez à votre banque en disant je veux faire ci, et ça. Non, non, ça se passe assez rapidement, c'est quelques intentions. Donc on a une vingtaine d'intentions. Une des intentions, par exemple, c'est j'ai perdu ma carte bleue, est-ce que vous pouvez la bloquer? Et là, c'est un mail hyper urgent. Et donc, Crédit Mutuel a décidé que Watson, en fait, aiderait les conseillers à gagner en productivité et à augmenter leur expérience client. Par exemple, si vous avez perdu votre carte bleue et que vous voulez appeler, bien évidemment, le numéro de la carte bleue, le numéro d'urgence est sur la carte bleue. Donc, vous écrivez à votre conseiller. Le fait que Watson réponde automatiquement, c'est le seul cas où il répond en disant on a bien reçu votre demande, on a bloqué la carte bleue, il n'y a pas eu de débit, et votre conseiller vous rappelle le lendemain, et qui vous rappelle le lendemain en vous disant à quelle heure vous allez pouvoir retrouver votre nouvelle carte bleue, ça c'est une expérience client et c'est sympa. Mais avec ça, on est capable de travailler en outils, c'est-à-dire dire j'ai reçu un peu d'argent, je voudrais pouvoir le placer, est-ce que je peux prendre rendez-vous? Watson est capable de pré-travailler le mail, de prépositionner des rendez-vous et de préparer un mail, et le conseiller après peut changer le mail ou le renvoyer. Mais voilà, la tyrannie du mail peut être aussi utilisée, en tout cas domptée par l'intelligence artificielle. Là, on gagne du temps. Alors quand vous gagnez du temps, qu'est-ce que vous faites? Alors vous pouvez dire, je gagne du temps, donc j'ai besoin de moins de conseillers bancaires. Donc je vais licencier des gens. Mais ce n'est pas du tout le cas en fait. Le vrai sujet pour un conseiller bancaire, c'est qui est allé dans une agence bancaire ces 3 derniers mois? Vous êtes dans le noir, mais ouais. Levez bien la main parce que je pense qu'il ne vous voit pas. Il y a moins de 5% de la salle qui dit qu'elle est allée dans son agence bancaire dans les 3 derniers mois. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé votre smartphone pour faire les virements, pour consulter votre compte, etc., etc. Et donc la vraie question se pose en tant que client, pourquoi vous avez besoin d'une agence bancaire? Et avant, les agences bancaires, nous rentrions dans une agence bancaire pour faire des opérations courantes, on voyait notre banquier, on pouvait faire un statut avec eux sur nos besoins futurs, etc. Comment les banques vont décider?
vont pouvoir donner de la valeur ajoutée à leurs clients. Et donc, Crédit Mutuel a dit, moi, j'ai un réseau bancaire sur le territoire, c'est ma valeur ajoutée, je sais que c'est le cas pour l'ensemble des banques. Quels sont les services que je vais pouvoir donner à mes collaborateurs, à mes conseillers, qu'ils ne pourraient pas faire aujourd'hui? Alors, par exemple, pour un banquier, c'est quoi? Je suis un banquier, mais je voudrais vendre de l'assurance. Mais mes conseillers bancaires ne connaissent pas le monde de l'assurance. Donc, on a appris à Watson le métier de l'assurance, et donc le banquier, quand il a des questions assurance, il peut, en langage naturel, poser des questions en assurance et avoir une réponse qui soit pertinente et documentée vis-à-vis de son client. Par exemple, une des questions, c'est est-ce que je peux assurer mon quad et est-ce que je suis jeune conducteur alors que j'ai 50 ans? Alors imaginez quand vous avez un client qui rentre et qui vous pose cette question, même si vous êtes un assureur, combien de fois vous avez assuré un quad dans l'année? Et bien voilà, il y a des questions qu'on vous pose une fois de temps en temps. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un conseiller bancaire ou n'importe qui? Vous allez chercher dans la documentation pendant quelques minutes, voire quelques heures, soit vous décrochez votre téléphone et vous demandez à un expert de quad, si vous en avez un, ou un expert, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît la réponse? Et pendant ce temps-là, vous avez le client qui est à côté, si vous êtes gentil, vous lui offrez de l'eau et du café en attendant de chercher l'information. Donc en fait, je ne pense pas que Watson ou l'intelligence artificielle va automatiser le cerveau, il va nous permettre juste d'accéder à des informations qui vont nous permettre d'arriver beaucoup plus rapidement à une conclusion. Je pense qu'Internet nous a donné accès à l'information. Aujourd'hui, n'importe qui sur la planète a accès à de l'information. Et je pense que l'intelligence artificielle va nous donner accès à la connaissance. Après, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de cette connaissance? D'autres sujets qu'on a développés, on l'a développé pour Orange Bank. Je ne sais pas si vous êtes client d'Orange Bank, mais Orange Bank, c'est un telco, donc c'est un opérateur de téléphonie, et ils ont voulu rentrer dans le monde bancaire. Et leur question était de dire, est-ce que je crée des agences physiques ou pas? Et donc, ils ont décidé de partir en disant, finalement, l'interface, c'est le portable. L'interface, ça doit être, finalement, je vais prendre un chatbot, je vais prendre une messagerie instantanée, entre guillemets. Et à n'importe quel moment, le client peut demander à parler ou à dialoguer avec un expert. Mais je vais mettre de l'intelligence artificielle, elle s'appelle Jingo. Jingo, en fait, c'est Watson. Et donc, en France, tous les clients d'Orange Bank travaillent avec IBM. Et Watson, aujourd'hui, ça fait 3-4 mois que la banque est lancée. On a fait plus de 400 000 conversations. Et plus de 50% de ces conversations ont démarré avec Watson et ont fini avec Watson. Enfin, elles ont commencé avec Jingo, elles ont fini avec Jingo, à la satisfaction des clients. Et c'est assez intéressant de voir l'interface homme-machine au passage. Vous avez plus tendance à poser des questions à une machine en sachant que c'est une machine que quand c'est un être humain, pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner deux. Vous avez une question à me poser? Non, même si vous en avez, j'espère que vous en avez. Non, c'est on va me voir, est-ce que ma question est intelligente, qui vont me regarder, etc. etc. Quand c'est une machine, vous n'avez pas peur de poser des questions. Qu'elle soit bête, intelligente, c'est votre question, vous avez besoin d'une réponse. Donc en fait, on pose plus de questions, et d'ailleurs c'est très par rapport à l'exposé précédent sur les enfants, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que les enfants, en fait, avec la machine, ils posent beaucoup de questions, ils ont beaucoup de réponses. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est que vous êtes déjà rentré dans un magasin et vous avez un vendeur ou une vendeuse qui s'approche en vous disant « Est-ce que je peux vous aider ?» Et quelle est votre réponse standard? « Merci, je fais que regarder. » Ça veut dire hey, « C'est pas de ton truc, je veux être tout seul. » Et bien avec la machine, on a le sentiment, et ce n'est qu'un sentiment, on a le sentiment que ce n'est pas une approche commerciale et qu'en fait, nous avons la maîtrise des questions et de quand est-ce qu'on veut avoir une question et une réponse. Et donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, parfois la machine est une meilleure expérience que l'être humain, mais ça marche plutôt bien et la reconnaissance, au passage, on le voit, la reconnaissance de ce qui est dit s'améliore, c'est-à-dire que le taux de reconnaissance, il a pu peut-être démarrer à 87%, parce qu'il faut apprendre les métiers bancaires, il faut aussi apprendre tous les dialogues. On a d'ailleurs une partie des dialogues, parce que vous savez que l'être humain est quand même assez pervers. Vous avez quand même une machine qui est là pour vous répondre sur l'ouverture d'un compte, etc. Et vous vous rendez compte que l'être humain va tester la machine sur plein d'autres trucs. Genre, pourquoi tu t'appelles Jingo, pourquoi, etc. etc. Donc, on a quelques perles. Un jour, si on a le temps, on les partagera avec vous. Les sujets que l'homme n'est pas capable de faire. Ça, c'est Woodside, c'est une entreprise pétrolière en Australie qui construit des plateformes pétrolières. Donc, plateforme pétrolière, c'est à peu près 60 ans de durée de vie. Donc ceux qui ont construit la plateforme ne sont pas ceux qui vont la démolir.
Et donc, vous vous rendez compte que vous avez des gens qui viennent et disent « je dois maintenir la plateforme, je dois la faire évoluer ». Ceux qui l'ont conçue ne sont plus là, la documentation, elle est quelque part, et comment vous accédez à cette information. Et donc, les ingénieurs de Woodside ont formé Watson sur la documentation, donc toute la documentation qui était disponible sur les plateformes, ce qui représenterait pour un ingénieur de Woodside 5 ans de lecture. 5 ans de lecture. Au bout de 1 mois, vous avez déjà oublié ce que vous avez déjà lu avant. Et ils le disent eux-mêmes, ils disent on a appris à Watson à penser comme un ingénieur, et il nous permet de penser comme 1000 ingénieurs, parce qu'on peut poser plus de questions, parce qu'on a plus de réponses. Et ça, je crois que c'est un véritable sujet fondamental, c'est qu'en fait, on a accès à l'information, on a accès à la connaissance, mais l'extraire rapidement, c'est une chose qui est complètement compliquée pour nous. Et là, sur le knowledge management, c'est-à-dire quelle est la connaissance que j'ai dans mon entreprise, la connaissance que j'ai dans une documentation, dans une start-up, est-ce que je suis capable d'avoir une machine qui m'extrait les informations qui sont utiles pour moi et les connaissances? C'est un véritable sujet aujourd'hui qu'on doit gérer sur la planète. Et d'ailleurs, il y a des étudiants aux États-Unis, ils avaient accès à l'intelligence artificielle, et ils ont décidé de dire, finalement, il y a un business assez intéressant aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, qui est toute la jurisprudence commerciale. Vous savez, pour n'importe quoi, ils vous font un procès. Et donc, par définition, chaque fois qu'il y a un procès, vous avez des avocats, la plupart du temps juniors, qui vont chercher toutes les jurisprudences commerciales qu'il y a sur le sujet. Ça prend quelques semaines, voire quelques mois, de manière à pouvoir... j'ai vu la démonstration, le langage pour accéder à la documentation, il est extrêmement complexe. En 10 mois et demi, ils ont appris à l'école, à Watson, à comprendre le langage. Et ils sont capables aujourd'hui, donc c'est une start-up, elle a fait sa levée de fonds avec les mêmes fonds qu'ont fait Uber et d'autres, et elle travaille aujourd'hui pour les plus grands cabinets d'avocats. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites de la jurisprudence et que vous passez des heures et des heures à essayer de trouver les éléments qui sont intéressants, si vous êtes capable de poser la question en langage naturel et avoir en réponse les différents éléments qui vous permettent d'arriver directement à la réponse, vous permettez à l'être humain de passer du temps sur de la valeur ajoutée versus chercher toutes les pages qui ne servent à rien dans toute la documentation. Voilà, donc c'est une start-up qui a plutôt bien réussi. Alors on est en juin, donc je vous présente Simon. Alors Simon est dans l'espace, ou en tout cas d'ici la fin de la semaine, il sera dans l'espace au prochain lancement de SpaceX. Donc Simon, et en fait c'est Crew Information, en fait c'est du Watson qui va aller dans la station spatiale ISS. Et il va aider les astronautes à pouvoir poser des questions et ils leur auront des réponses. Et donc ils ont formé la machine sur la planète. C'est un peu le HAL aujourd'hui, c'est plus une expérimentation, mais c'est sympa de voir qu'en fait l'intelligence artificielle est en train de conquérir l'espace. Alors, autre chose, il me reste combien de temps? 10 minutes, c'est ça? Ouais, 17. Okay. Autre sujet, on parle de digital, on parle de numérisation, et il y a un sujet qui s'appelle la cybersécurité. Et ça, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important. Et je voulais juste toucher ce doigt-là, pas pour vous faire peur, même si on peut se faire peur avec la cybersécurité, c'est combien d'attaques malware avez-vous eu ces derniers temps? Vous êtes en train de protéger votre smartphone, votre téléphone, etc. Il y a plus de 400 000 mutations, formes de mutations par jour des malwares sur la planète. 400 000 mutations. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous avez un antidote pour immuniser votre système, il y a quelqu'un qui fait une mutation génétique du malware qui fait qu'il va pouvoir traverser votre protection de votre PC ou de votre Mac. Et donc vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas assez d'êtres humains pour être capable de travailler sur cette partie-là et d'être capable finalement de contenir cette vague d'assaut des cybercriminels. Et donc on a mis de l'intelligence artificielle, on a bien sûr des outils, IBM est extrêmement important dans la partie cybersécurité, mais on a mis de l'intelligence artificielle pour nous aider à repérer les attaques. Et c'est assez intéressant de voir comment une attaque massive peut avoir lieu. C'est comme si vous aviez un petit rhume, que vous commenciez à éternuer et que vous avez le petit doigt qui tremble. Pris séparément, c'est rien. Mais peut-être que les trois ensemble, c'est les prémices d'une attaque qui est en train de se passer et qui va être massive. Et donc vous devez être capable de trouver les signaux faibles et d'être capable de comprendre partout sur la planète, entre tous ceux qui mettent en commun ce que je vais appeler les bons, les informations, que ça c'est le prémisse d'une attaque et que c'est cette attaque-là qu'il faut être capable de protéger parce que vous avez plein d'attaques qui sont bénignes. Donc en fait, quel est, pour les patrons de la sécurité informatique des systèmes de nos clients, quelles sont les attaques qui méritent qu'on s'en occupe et quelles sont les attaques qui sont bénignes? Eh bien, il faut de l'intelligence artificielle pour être capable de le faire.
Alors, l'autre sujet, c'est est-ce que les machines sont capables d'avoir de l'émotion? Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on dit oui, mais nous, ce qui nous différencie de la machine, c'est l'émotion. Et je voudrais vous montrer que la réalité, c'est oui, certainement, on a une intelligence émotionnelle, elle fait partie de notre intelligence. Et sans une intelligence émotionnelle, sur certains sujets, on ne peut pas prendre de décision. Mais la réalité, c'est qu'on utilise très peu cette intelligence émotionnelle. Donc là, c'est par exemple, c'est Alex Daki, qui est un DJ. Il a regardé les 26 000 chansons qui ont fait le top hit aux États-Unis. Il a regardé les lyrics, en fait les paroles, et il a regardé les tempos. Et après, quand il a voulu créer une chanson, en fait, il s'est fait aider par l'intelligence artificielle pour être capable, par rapport à des émotions qu'il voulait passer, de voir quelle était la recette de cuisine qui allait bien. Je dis recette de cuisine, c'est un peu plus élaboré que ça. Donc la machine lui a permis d'être un peu plus efficace. Et quand il a sorti son tube, il était dans les top 10 dans la première semaine. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce genre de sujet. L'autre sujet, c'est le graphe. C'est ce graphe-là. Pour ceux qui sont allés dans une agence bancaire, je prends l'agence bancaire, mais ça peut être vrai pour n'importe quoi, pour un call center, pour un commercial. Comment vous avez choisi votre conseiller bancaire? Comment il vous a choisi? Comment vous a été affecté? Comment, quand vous êtes sur un service client, vous avez appelé un service client? Vous savez, il y a marqué service client, il déroule un script. Comment on a décidé que si on vous connaît, c'est cette personne-là qu'on va vous mettre en face? Et la réalité, la plupart du temps, c'est juste la chance, le hasard. Est-ce que la personne, voilà, bref, elle était disponible ou pas disponible, ou c'est au moment où vous êtes rentré là? Moi, je sais que quand j'ai plein de commerciaux, quels commerciaux je mets en face de quel client est une vraie question. Et elle est basée sur mon jugement ou sur ceux des managers, mais pas forcément sur la diversité du client tel qu'il est. Et ben voilà, donc Watson est capable, avec quelques milliers de mots, d'être capable de faire un panorama sur finalement quelle est la personnalité qu'on a en face de nous. Je l'ai testé avec quelques hommes politiques français, je ne dirais pas qui, mais franchement, avec 2000, 3000, et alors à l'époque ça ne parlait qu'anglais, donc ils ne parlent pas tous en anglais, mais franchement on reconnaissait la personne. Et donc là, vous pouvez vous dire, mais finalement, si je suis capable, avec quelques milliers de mots, de comprendre un peu la personnalité, est-ce que je suis capable de faire finalement le Tinder du business? Quelle personne mettre en face? Vous pouvez vous poser la question aussi, si vous allez dans un hôtel, est-ce que vous êtes reconnu? Et c'est intéressant, parce qu'il y a des fois, c'est les VIP, ils sont connus parce que mais des fois, vous avez des gens qui sont en Instagram, ils ont 28 000 followers ou d'autres, et c'est aussi d'autres célébrités ou d'autres VIP, ou même à titre individuel. Vous êtes une célébrité parce que vous dites qu'est-ce que vous aimez. Et si l'hôtel est capable de vous répondre sur des services qui sont spécifiques, parce qu'ils savent, par exemple, vous aimez, je sais pas, par exemple, les sandwichs, les hamburgers végétaux, si dans votre personnalité, ils voient que vous êtes très sensible, je sais pas, à un certain type de régime alimentaire, et que dans leur restaurant, ils ont des choses, ils sont capables d'avoir un service qui est beaucoup plus adapté. Et c'est ce qu'une start-up française a fait, qui s'appelle Victor et Charles, qui utilisait un de ces modules-là pour être capable de regarder le matching en fait, des clients qui arrivaient dans les hôtels et des services qu'on pouvait proposer aux hôtels, en tout cas de la façon dont on accueillait un client. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas l'émotion dans la plupart de nos interactions. Je voudrais finir par deux choses. Dire ce que Claire a dit, je pense que autant on a une génération qui est digitale, qui est en train de naître, enfin qui est présente, et nous, enfin pour ceux qui ont plus de 30 ans, on apprend le digital. La nouvelle génération, elle va être cognitive, elle va parler l'intelligence artificielle dans le texte, elle va vivre l'intelligence artificielle. Et donc pour moi, il ne faut surtout pas opposer l'homme et la machine, il faut plus regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais il y a quelques sujets d'attention, et je voudrais vous en donner quelques-uns, en tout cas pour le monde de l'entreprise. La première, c'est que la technologie, elle peut laisser personne sur le bord du chemin. Il faut vraiment qu'on fasse attention, on a tous un rôle pour expliquer, pour montrer que finalement, quelques concepts qui sont intelligence artificielle égale mathématicien, bac plus 15, nous on a commencé à former des gens, je vous l'ai dit, qui font de l'intelligence artificielle, enfin qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui sont des bac plus 2. Et donc il faut travailler sur l'inclusion et ne pas avoir cette fracture numérique entre ceux qui vont avoir l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'auront pas. Et être capable de faire en sorte que la technologie permette à chacun de trouver un métier, de retravailler les métiers, de définir les métiers. Si on sait les tâches qui vont disparaître dans les 2-3 ans qui viennent, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer les métiers qu'on aura dans 5 ou 10 ans. Juste rappelez-vous, il y a 10 ans, 11 ans, le smartphone venait juste d'exister.
qui aurait pu, même Steve Jobs, qui était un visionnaire, savoir ce qu'on ferait aujourd'hui avec un smartphone? Et pourtant, regardez tous les métiers qui existent parce qu'il y a un smartphone. C'est très difficile à 10 ans de le faire. Donc on a besoin aussi d'impliquer les collaborateurs des entreprises en disant finalement, avec ces technologies, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc créer des nouveaux usages. Le deuxième point, c'est la transparence. Les biais sont extrêmement importants. Vous savez, si tout le monde parle de la machine, est-ce qu'on va faire confiance à la machine? Parce que la machine peut nous donner des résultats qui sont faux. Et tout le monde dit que la machine doit être absolument éthique. Et la réalité, c'est que la machine n'est que le reflet de l'homme. Et on peut imaginer 2 secondes que l'homme n'est pas à plein de biais. On en a tous les jours. Regardez la constitution, je sais pas, dans l'informatique, il y a 75% d'hommes, 25% de femmes. C'est un biais. C'est un vrai biais. Il n'y a pas de différence majeure entre un homme et une femme vis-à-vis de l'informatique et du numérique. Il n'y en a aucune, voire sur certains sujets, même la femme est meilleure. Mais c'est un biais de nos sociétés qu'on a propagé. D'ailleurs, nous, on a beaucoup étudié ça, parce qu'on a envie d'avoir plus de femmes, parce que c'est important pour nous. On se rend compte que c'est entre 10 et 12 ans que la chose se passe, et que si on le rate entre 10 et 12 ans, c'est très difficile après de monter à une parité 50-50 dans nos entreprises. Donc, nous avons des biais. Un juge a des biais. Vous ne serez pas jugé de la même façon, en tout cas aux États-Unis, il y a une étude, avant le déjeuner ou après le déjeuner. Et c'est un biais. Et donc, bien évidemment, il faut que la machine et l'intelligence artificielle soient explicables. Alors, en tout cas, explicables, je pense que ça va être plus compliqué, même si certains voudraient faire passer des lois sur l'explicabilité, mais il faut que ça soit transparent. C'est-à-dire, il faut savoir qui a formé la machine, sur quel jeu de données. Et est-ce que les données sont représentatives de ce qu'il faut faire? Les données peuvent être fausses et introduire des biais dans la machine. Imaginez que vous ne donniez pas les mêmes taux en fonction de la race des gens que vous avez en face de vous. Vous dites que ça n'existe pas. Mais il y a 30 ans, peut-être pas en France, mais dans d'autres pays, vous n'aviez pas forcément la même notion de risque en fonction de la race, par exemple. Et si c'est ces données-là que vous utilisez pour entraîner la machine, vous allez aussi entraîner un biais. Donc il est extrêmement important de savoir qui a entraîné la machine, sur quel jeu de données, et ça, il faut qu'on le partage ensemble parce que c'est important. Le deuxième point sur la transparence, c'est que, attention, il y a un biais qu'on a tendance à croire ce que dit la machine. Et il faut faire très attention, la machine n'est qu'un outil, de la même façon que certains font du calcul de tête, de cohérence d'un chiffre, quand sur un tableur vous avez un chiffre et que le chiffre peut être faux. Il est très important de voir comment la machine est arrivée à cette conclusion. Et le troisième point, c'est les compétences qui sont extrêmement importantes. Sur la transparence aussi, ouais. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, on a parlé d'intelligence artificielle et de tous les progrès. C'est des progrès qui sont logiciels. C'est des algorithmes, c'est du logiciel. Mais voilà ce qui va nous arriver dans peu de temps. La première évolution qui arrive, c'est l'informatique quantique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les 40 dernières années, on a travaillé sur des informatiques qui étaient binaires, avec des technologies CMOS, loi de Moore, etc. Ça, c'est les nouveaux ordinateurs. Ils ne comptent pas en 0 ou 1. Ça peut être 0, 1 ou 1, ou les deux à la fois, ou n'importe quoi entre les deux. C'est les nouveaux ordinateurs quantiques. Ça, c'est celui que nous avons en test. On en a un à Zurich et on en a un aux États-Unis. Ces ordinateurs ont une faculté extraordinaire. En tout cas, ils sont extrêmement prometteurs. C'est qu'ils sont presque capables de linéariser des problèmes exponentiels. Alors, je vais vous donner un problème exponentiel qui fait peur à tout le monde. Vous savez, la sécurité que l'on met, c'est pour chiffrer, voilà, vous avez des données, vous voulez les protéger, vous allez les chiffrer, il y a des codes qui s'appellent AES ou d'autres, 128 bits, 256 bits, enfin, vous avez déjà dû entendre ça. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'on passe de 128 à 256? C'est que quand vous passez de 128 à 256, et d'ailleurs l'État français, pendant une période, vous interdisait de crypter au-delà de 128. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables de décrypter au-delà. Parce qu'en fait, c'est exponentiel comme problème. L'ordinateur quantique est capable de faire ça en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, si le bit est entre 0 et 1, c'est comme s'il était partout et nulle part à la fois. Donc il est capable d'explorer toutes les combinaisons en très peu de temps. Bon, ça semble abscon, mais ça marche. Donc ça, c'est en cours de développement. Les premières machines sont déjà développées, sont déjà disponibles. Donc imaginez cette puissance de calcul alliée avec l'intelligence artificielle. On en est à des années-lumière. Mais ça va être aussi un sujet qui est extrêmement intéressant dans les années qui viennent. Il y a une révolution matérielle qui est en train d'arriver, qui est assez intéressante et qui va nous permettre de régler des problèmes que nous ne savions pas régler. Un des problèmes dans le business, c'est celui du commerçant.
vous devez aller visiter 100 clients, quel est le meilleur parcours. Ce genre d'algorithme marche très très bien dans l'ordinateur quantique. D'ici 4-5 ans, vous allez pouvoir développer sur ces machines-là. Bien évidemment, on est en train de travailler, si je vous ai dit qu'on était capable de décrypter avec un ordinateur quantique à peu près n'importe quel algorithme AES, nous on est en train de travailler aussi, c'est comment protéger la donnée face à l'ordinateur quantique. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui développe un ordinateur quantique. Il y a quelques sociétés dans la planète et quelques États qui sont en train de le faire. Et donc nous, comme on a une vision plutôt commerciale du monde, c'est-à-dire que la technologie est au service du monde et pas pour nos propres services, chacun son business model, on a commencé à travailler sur des modèles mathématiques, si ça vous intéresse, où on est capable de démontrer qu'on est capable de planquer une clé de sécurité dans un espace euclidien sans qu'aucun ordinateur quantique sur la planète soit capable de trouver la clé de décryptage. Donc voilà, donc c'est le monde dans lequel nous allons vivre, des possibilités extraordinaires sur la recherche, sur les médicaments, etc. Et de l'autre côté, on va créer d'autres menaces qu'il faut être capable d'anticiper et de traiter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'autre point sur l'intelligence artificielle qui me paraît extrêmement important, c'est on va pouvoir donner un peu d'intelligence sur les objets, ce qu'on va appeler intelligence artificielle on the edge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai parlé à Siri tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à Siri, mais l'intelligence a été déportée sur le réseau, sur les ordinateurs, les gros centres informatiques d'Apple ou autres, et l'algorithme se passait sur les centres informatiques, pas sur l'objet. Et là, par exemple, c'est une démonstration avec les petits robots, vous en voyez plein, et on a mis un tout petit module derrière qui, au lieu de prendre le flux d'images et de l'envoyer en centrale, il est capable de détecter est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un cheval, enfin de détecter les objets qu'il voyait. Et vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire là. On est capable de mettre de l'intelligence sur un objet pour non pas qu'il regarde le stream, mais qu'il soit capable de détecter des objets. Quand on fait de la visio-surveillance aujourd'hui, vous filmez toutes les scènes et vous remontez tout le film et vous avez des êtres humains qui passent leur temps à regarder ce qui se passe sur la photo. Imaginez que ceci soit processé sur la caméra et qu'il vous envoie que les événements qui vous intéressent. Genre, un paquet a été déposé à un endroit où ça ne devrait pas être déposé. Donc ça génère une alerte, c'est juste un événement et c'est ça qui passera dans les réseaux et que cette information. Ça va révolutionner le monde demain. Et la dernière résolution, voilà, vous avez la vidéo, je vais la passer. La dernière évolution, c'est ce petit processeur-là, enfin c'en est un comme d'autres le font. C'est un processeur qui a la taille d'un grain de sel, donc qui tient sur un doigt, et qui a la puissance d'un PC des années 1990. Et il vaut moins de 10 centimes. Et avec ça, vous pourrez commencer à faire tourner quelques algorithmes sur les objets. Et donc la prochaine révolution qui arrive, mais qui arrive dès aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle va être sur les objets. Et on va avoir de plus en plus, on parle d'Internet des objets, on va avoir de plus en plus d'intelligence artificielle sur les objets qui vont nous permettre finalement de percevoir le monde de manière extrêmement différente. Voilà ce que je voulais vous dire. L'intelligence artificielle, le meilleur moyen de la démystifier, c'est de l'utiliser, de la pratiquer, de lui donner de l'apprentissage, de regarder les règles de transparence, sécurité des données. Mais je pense que si on le regarde de manière extrêmement positive, on va pouvoir inventer un nouveau monde. Et même si on n'a pas des mathématiciens ou certaines entreprises ont développé l'intelligence artificielle ou des États, l'usage de ces intelligences artificielles est à autant de valeur que le développement de la technologie elle-même. Merci beaucoup. Merci Nicolas.